Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors c'est quoi un Changemaker? Finalement c'est bien quelqu'un qui partant d'un constat, d'un ras-le-bol, décide de changer son monde et ça a parfois des répercussions sur sa vie privée, sa vie pro et même parfois des changements plus profonds de la société. Alors moi je suis Julie Huguet, je travaille pour le groupe freelance.com et on va parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui puisque avant d'intégrer freelance.com, j'étais entrepreneur dans la tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Ramad, la fondatrice de 50 in Tech, pour parler d'un sujet très très intéressant et surtout très indispensable aujourd'hui, qui est l'inclusion dans la tech et particulièrement sous l'angle des femmes dans la tech. Bienvenue Caroline. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. On est très content de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne finalement aujourd'hui toutes les entreprises. Et j'aimerais comprendre un petit peu comment est né ce projet au démarrage. Finalement, quel a été ton constat à toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise? Quand j'étais directrice d'un incubateur qui s'appelle Willa, qui est un incubateur pour femmes entrepreneurs, je suis rentrée à la direction de cet incubateur en 2015. Tout d'un coup, j'ai vu les chiffres. Moins de 9% d'entrepreneurs en France, dans la tech, moins de 25% réellement travaillant dans cette industrie, donc avec des profils tech. Quand on allait regarder dans les développeuses, là, on tombe quelque chose autour de 12%. Donc c'est ridicule. Et puis en plus, je me suis dit de l'autre côté, cette économie numérique, c'est la première mondiale. Ça y est, c'est la première mondiale. Et on peut plus s'en passer. Voilà, on peut plus s'en passer. C'est notre vie, les ordinateurs, notre smartphone tous les jours. Et en fait, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de diversité du tout. Enfin, au-delà des femmes, il n'y a pas de personnes de couleur, donc c'est des hommes blancs surdiplômés, dont on a inventé une image qui est l'image du geek et qui aujourd'hui se réplique comme une traînée de poudre dans le monde entier. Une situation qui n'a pas toujours été la même, puisque avant les années 70, les femmes étaient à 40% dans les écoles de programmation. Mais avec l'apparition de l'ordinateur particulier, donc B2C, cet ordinateur qu'on allait pouvoir manipuler, une image, donc l'image du geek un peu est apparue et du coup c'est un peu répliqué partout avec les startups et cette idéologie un peu de la Silicon Valley. Et donc finalement au niveau du marketing de ce job, on a perdu l'attrait. Entrepreneur, c'est masculin dans la tech. Être ingénieur, c'est un métier masculin. Et donc, ça a fait ça. Et je me suis dit, j'ai 40 ans. C'est par la technologie que je vais pouvoir réellement aider à résoudre ce problème systémique. Et donc, j'ai décidé de monter une social tech, 50 in Tech, donc qui est une entreprise. J'ai choisi de ne pas faire un modèle non-profit parce que je pense que c'est un enjeu de performance énorme. Et on a aujourd'hui un autre constat, c'est qu'une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience à cause de la discrimination. Cet enjeu-là, ça coûte 16 milliards d'euros à l'Europe d'ici 2025 si on ne bouge pas et si on n'arrête pas l'hémorragie. Ah oui, c'est incroyable. Donc le risque pour toi, si on fait rien, c'est celui-là ou il y en a d'autres? Alors le risque aujourd'hui, il est majeur pour les entreprises. Parce que cette situation a créé un environnement de discrimination, voire de harcèlement fort. Pas une semaine sans qu'il y ait un scandale de Revolut qui a 30% d'écart salarial dans ses fonctions exécutives pour les femmes. La différence entre les hommes et les femmes est de plus de 30%. À un Blue Origin dont on vient encore révéler des affaires de harcèlement sexuel, même Apple. Il y a eu le Apple II il y a moins de 1 mois. Donc voilà, toutes les semaines. Donc aujourd'hui, ça, c'est un enjeu majeur de quoi? De réputation pour les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, ça va être très difficile d'embaucher ou de retenir les talents. Parce qu'aujourd'hui, hommes et femmes ne veulent pas aller travailler dans des entreprises qui sont aujourd'hui réputées toxiques. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que des talents tech, il n'y en a pas assez. Donc cette pénurie de talents est en train de grossir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est à 49 millions de jobs, je dis de métiers, d'emplois dans la tech. Ça va passer à 190 millions d'ici 2025. On va faire x4. Donc ça va pas s'arrêter la pénurie de talent. Donc si on continue à faire fuir et si on veut attirer, on est dans un enjeu de guerre des talents. Donc en fait, il faut surtout pas avoir une mauvaise réputation. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un enjeu légal aujourd'hui, puisque le législateur ou le Nasdaq aux États-Unis ont défini des nouvelles règles. Le Nasdaq, vous pouvez plus être introduit en bourse si vous n'avez pas au moins une personne à votre board qui est issue de la diversité. C'est faible comme critère, mais bon, ça en est déjà un.
pour la France, Copé Zimmermann arrive avec 40% de femmes dans les conseils d'administration, ces fameuses femmes dont on pensait qu'elles n'avaient pas la compétence et qui magiquement apparaissent du jour au lendemain à partir du moment où on met en place un quota. Et Index EGAPRO également a amené le mouvement. On a une note, éventuellement si on a une très mauvaise note au bout de 3 ans d'affilée, on paye 1% de son revenu. Une autre loi va arriver sur l'autonomisation des femmes au niveau économique, qui va imposer la même chose dans les comités de direction pour les boîtes de plus de 1000 salariés. Donc aujourd'hui, on a un contexte légal, on n'a pas le choix, il faut bouger, on n'a pas bougé pendant des années, il faut bouger. Et évidemment, du coup, ça devient potentiellement un risque financier, comme on l'a évoqué, mais également avec tous les procès dont on a pu entendre parler. Une Française d'ailleurs qui était à la tête de Pinterest, qui a attaqué Pinterest pour discrimination parce que c'était ce qu'on appelle le bro club, donc c'est un club de garçons. Et ça veut dire, pas le droit de rentrer. Ça porte bien son nom. Ouais. Voilà, elle était Chief Operating Officer, donc numéro 2. Et elle a obtenu 22 millions parce qu'ils n'ont pas voulu aller au procès. Mais parce que 95% de leurs utilisateurs sont des utilisatrices. Ça fait mauvais genre. Ah, c'est incroyable. Et alors du coup, toi, quelle réponse tu as voulu apporter à une partie du problème? Parce qu'on ne peut pas tout résoudre, mais par quel angle tu attaques finalement ce problème de discrimination Alors, moi, je me suis dit, le premier problème, c'est d'arrêter l'hémorragie. Donc, il faut travailler la rétention des femmes dans cette industrie, ou quand elles arrivent et sortent de l'école, qu'elles aillent dans cette industrie tech. Parce qu'aujourd'hui, on a une déperdition. Ouais. En sortie d'école, elles ne vont pas. Là, elles vont faire autre chose. Elles ne vont pas continuer à aller dans ces métiers-là. On sait pourquoi? On sait parce qu'elles n'ont pas envie, ça leur donne pas envie aujourd'hui de rejoindre ces boîtes à 90% masculin, parfois masculines, ces départements c'est dans les peur, boîtes. Voilà. Donc, des peurs qui sont quand même renforcées pendant l'école, puisqu'on a encore entendu le scandale de Centrale Supélec il y a 2 semaines, révélé avec des cas assez dramatiques de femmes, donc 3/4 de femmes là-dessus violées et le reste c'était des hommes. Donc, c'est quand même catastrophique comme situation. Donc ça, vous enchaînez ça avec une mauvaise expérience d'emploi, voilà, vous quittez la tech. Ouais, c'est trop de toxicité, vous avez envie de partir. Puis surtout, du coup, si on continue ça, que ce soit dans les grandes écoles de l'élite française ou européenne, ou dans ces entreprises, qu'est-ce que ça va dire aux parents? Ça veut dire quoi? Cet endroit, c'est pas un bon endroit pour toi. Ne va pas à Centrale Supélec, ne va pas dans la tech, parce que c'est des endroits où il y aura que des hommes qui seront potentiellement mal intentionnés. Et en plus, les résultats sont là. C'est quand même que 5% de femmes dans les fonctions exécutives. Donc en plus, on ne progresse pas. Oui, c'est ça. On ne progresse pas. Donc il n'y a pas d'évolution possible. 35% des femmes disent qu'elles ne sont pas légitimes d'évoluer. C'est pas qu'elles se sentent pas légitimes, c'est que Isabelle Collet, qui est de l'Université de Genève, a bien décrit ce phénomène. Il y a du fait de la domination masculine de nombre, on a la sensation que les femmes seraient moins douées donc pour programmer. Se joue un phénomène de censure sociale, donc les femmes seraient moins légitimes que les hommes et donc ça arrive avec un phénomène finalement d'autocensure après, mais c'est bien la censure sociale qui génère l'autocensure et non des femmes qui se sentiraient incapables de... Ok. Et alors, comment tu résous le problème? Alors moi, je me suis dit, soyons pragmatiques. Moi, j'aime bien, je suis une féministe, mais une féministe d'action. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux inventer moi pour que ça marche? Et bien, je me dis, mais en fait, je peux sélectionner les entreprises en fait pour ces femmes. Je peux leur prendre la crème de la crème des entreprises inclusives. Donc, on sélectionne. On a mis en place un scoring gratuit qui est un scoring pour l'instant de gender inclusion, donc d'inclusion de genre. Pardon, excusez-moi pour les anglicismes. Et donc, ce scoring d'inclusion dans la tech, on l'a fait pour l'instant spécialisé sur le genre. Demain, on rajoutera d'autres critères de diversité. Et donc, ils peuvent calculer, en fait, regarder où est-ce qu'ils en sont. Et nous, on ne prend que ceux qui sont à partir d'un certain stade. C'est-à-dire pas forcément que des champions, sinon on n'aurait pas de clients non plus, mais qui sont avec une volonté, qui ont montré une intentionnalité dans le changement. Donc, dans l'envie de changer, les mises en place d'un plan d'action, une vraie volonté de bouger les lignes. Voilà. D'accord. Les autres, pour l'instant, on les laisse. D'accord. Ça nous intéresse pas. Sur ceux qui sont les plus avancés. Les boîtes toxiques qui n'en ont rien à faire, je n'ai rien à faire. Perdre d'énergie. Au contraire, je veux, pour l'instant, les enlever du chemin pour favoriser, au-delà de la rétention de ces femmes dans ces entreprises, la rétention des femmes dans cette industrie, favoriser leur promotion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? Avec des cas concrets de succès, finalement, exactement, qui vont redorer un peu l'image. Au-delà de ça, je pense qu'on va générer la prochaine génération de rôle modèles accessibles dans la tech, qui pourront donc inspirer quoi? Les jeunes femmes qui sont au niveau du collège et du lycée,
ou dans leur entourage personnel, des petites cousines, enfin voilà, moi je pense que dans le phénomène d'identification aujourd'hui des femmes par rapport à un modèle, c'est rarement, même s'il la faut absolument, la femme qui est sur le papier glacé de magazine. C'est-à-dire, c'est rarement cette personne-là qui va les faire rêver. Ça peut les inspirer. Il faut qu'il y en ait plein partout. Il faut rendre les femmes visibles dans les médias. Mais ce qui va les inspirer concrètement, ce n'est pas le rôle modèle qui a tout réussi. C'est la femme qui est peut-être en train de faire et qui lui raconte positivement à quel point elle s'épanouit dans cette vie-là et à quel point elle voit l'impact de ce qu'elle crée, à quel point c'est utile et ça lui plaît. Voilà. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Et donc voilà. Donc en fait, ça marche mieux que voilà. Regarder quelqu'un et se dire ah non mais moi je pourrais jamais le faire, je suis pas bonne en maths. Si on regarde le mécanique de base, ça y est, ma fille, ça y est, elle arrive au collège, elle décrétait qu'elle était nulle en maths. Pourtant, elle a des 16, elle a des 15, elle est nulle en maths. Je dis donc ça, c'est un stéréotype de genre. Tout à fait, Voilà. Et donc ça y est, c'est à l'œuvre. Et comment faire pour réinverser ça dans les écoles. Ça commence hyper tôt. Mais donc, si, mettons, moi je suis pas ingénieure. Déjà, elle a un exemple de femme entrepreneur, déjà à la maison. Donc je pense que ça l'inspire. Bien sûr. Et ça inspire mes filles. Mais on le voit, les jeunes femmes qui ont été ingénieures ont un des deux parents, père ou mère, qui ont été ingénieurs. Voilà, parce que c'est une représentation immédiate. Et comme il n'y en a pas beaucoup dans la société, cette représentation est très faible. Donc pas assez médiatisée non plus, du coup. Voilà, médiatisée, faible dans l'entourage. Et donc, c'est pour ça, voilà, il y a un documentaire sur Netflix, je crois, sur une data scientist ou sur les métiers de scientifiques. Et ça s'ouvre. Et ça m'a fait quand même, je me suis dit, franchement, ça, c'est grave. Parce que cette femme scientifique, elle est en pleurs. Et elle dit, ma fille m'a dit un jour qu'elle voulait devenir scientifique. Et j'ai pleuré au lieu d'être heureuse. Parce que moi, j'ai toujours été discriminée et harcelée dans cette industrie. Et donc, je me suis dit, en fait, je lui ai transmis, tu sais, comme une sorte de virus, quoi, mais négatif. Donc, tant qu'il y ait des femmes qui sont dans cette industrie, qui pensent ça, parce qu'elles le vivent, bah, ça ne pourra pas se transmettre, ce n'est pas possible. Donc, il faut changer l'image de ce métier. Et ça, il y a plein de manières de le faire. Bah, déjà, en arrêtant de le décrire comme un métier d'homme. Et ça, on a des exemples dans d'autres pays qui sont bien moins égalitaires pour les femmes, qui sont les pays du Nord Maghreb, comme la Tunisie ou le Maroc. On ne va pas dire que c'est un des endroits où les femmes sont très, très libérées. Eh bien, c'est écrit comme un métier féminin. Donc, ils ont une culture scientifique plus forte que, évidemment, la France, puisque c'est le berceau des mathématiques. Mais on peut être ingénieur en construction civile ou ingénieur en programmation, ou faire de la data science ou des choses comme ça. Et donc les femmes choisissent majoritairement ça, c'est quand même 58% de la population, donc des femmes qui choisissent ces métiers-là, des métiers, des profils disponibles, donc c'est plus que la majorité. Et c'est incroyable. Est-ce que c'est féminin? Pourquoi? Parce qu'on peut le faire de chez soi, c'est propre. Donc, même chose en Malaisie, décrit comme un métier féminin, dans des exceptions genrées totalement stéréotypées. Mais non, mais juste pour montrer à quel point l'impact de la culture... Voilà, les mères russes sont moins stéréotypées que les mères françaises ou les mères occidentales. Elles laissent plus leurs filles aller vers des métiers scientifiques parce que c'est un endroit où on va pouvoir s'en sortir financièrement. Donc c'est valorisé. Donc voilà, en Inde, on peut être médecin ou ingénieur. Pareil, quand on réussit pour les jeunes femmes. Il y a un vrai travail à faire donc, en gros, ça, pour changer les mentalités finalement. Bah oui, mais c'est urgent en fait parce qu'aujourd'hui... l'Europe et l'Occident et puis voilà le continent africain, c'est quand même si on veut c'est quand même énorme. Tout à fait. Donc il faut absolument bouger les lignes. Voilà, c'est déjà à l'œuvre en Inde et en Chine, mais les États-Unis et l'Europe, on est sacrément à la traîne et on se revendique comme dans les pays avec le plus d'égalité femmes-hommes. Les métiers qui vont être les mieux rémunérés au monde. Parce que vous entrez dans la carrière, dans la tech, c'est 42 000 euros. Enfin, je veux dire, si vous avez fait des études... Donc, il y a un retour sur investissement qui est assez intéressant très rapidement. Ce genre de métier. Voilà. Donc, on ne va pas tous coder. Il y a des gens qui vont être pour conceptualiser, penser l'algorithme, par exemple. On n'est pas obligé. On pourrait faire des sciences sociales appliquées aux mathématiques. On n'est pas en train de parler que de gens et de générer une génération de codeurs. On n'aura pas assez de disponibilité, donc je pense qu'il va y avoir des mouvements no-code très très forts, il y a déjà des outils qui marchent très très bien, Tout à fait, mais qu'on aille vers quelque chose où on réfléchit en impliquant les sciences sociales, la tech, mais qu'on puisse rendre les choses
perméable, et donc potentiellement, on pourrait passer des sciences sociales aujourd'hui à potentiellement programmer quelque chose demain. Sauf que tout ça est très hermétique et semble complètement inatteignable. D'accord. Et alors, toi aujourd'hui, avec 15 Tech, t'en es où finalement ? T'en as quelle étape, quel stade de développement, c'est quoi tes next steps ? Alors, 15 Tech, ça a ouvert d'abord dans un aspect communautaire. Donc, on a ouvert à une communauté de femmes dans la tech. On pouvait se matcher entre elles, assister à des événements. Et ça, c'était fin 2019. D'accord. En plein Covid, donc je me suis dit que c'était le moment parce que la guerre des talents n'allait pas s'arrêter. Je dis, voilà, on ouvre ce SaaS à destination des entreprises inclusives que donc on sélectionne. Notre premier client est Slack EMEA et depuis on en a plus de 60 de Criteo à Back Market à Orange qui vient de nous rejoindre également. Voilà, mais je peux pas les citer tellement il y en a, des Dailymotion, voilà, donc il y a tout le monde, Doctolib, une vraie prise de conscience des entreprises. Et tu réponds finalement à un besoin qui les concerne tous. Voilà, donc on a créé un club aussi pour les faire grandir, un club RH, dans lequel ils ont des guides, on leur partage, on fait du club pair à pair de changement. Pour monter en compétence sur ces sujets, mieux comprendre. Les aider avec des choses très pratico-pratiques à chaque stade de développement de l'entreprise. On ne peut pas faire la même chose à 500 employés qu'on fait à 20. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à chaque stade pour changer la donne, en fait. Et ça, donc, on le fait via des clubs, avec des guides, etc., etc. Donc ça, c'est pour les faire changer. Hein. Mais en attendant, on a quand même vérifié qu'ils avaient certains degrés d'inclusion et on va traquer d'année après année le niveau de progression. Qu'est-ce qu'on fait sur 15 Tech ? On est une sorte de marketplace maintenant de talents. Si on est une femme, on peut se faire coacher gratuitement. Donc on vient se faire coacher sur sa carrière, en négociation salariale, etc. Donc on a des coachs, on a une équipe de coachs qui les qualifie et qui ensuite... On envoie ce talent pool de femmes qui sont soit activement en recherche d'emploi, soit en recherche ouverte aux opportunités. D'accord. Et donc là, progressivement, ça sera bien matché avec chaque job. Et donc, les recruteurs peuvent les contacter. Elles peuvent aussi aller faire une application directe dans leurs ATS et essayer de marquer directement que ça vient de 15 Tech. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est la première version de 15 Tech. Donc, on a déjà plus de 60 entreprises, 10 000 talents féminins à travers l'Europe, 49% en France, quasiment 30% au UK. D'accord. C'est pour ça. Qui travaillent plutôt en présentiel ou en remote pour le marché français ou... Ça dépend. Aujourd'hui, il y a le mouvement remote est évidemment colossal aujourd'hui dans la prise de poste et ça c'est fondamental. On voit aussi beaucoup de boîtes américaines qui viennent chasser sur les territoires européens. Facebook a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient recruter 10 000 ingénieurs pour construire le métaverse en Europe. Donc nous, on pense que on a aussi une opportunité d'avoir des boîtes américaines qui viennent recruter en Europe. Je veux dire en remote ou pas, viennent. D'accord. Voilà, donc ça, et je pense que ce télétravail, en fait, cette généralisation du travail, elle a deux effets. Elle a un effet pour montrer que la flexibilité au travail, ça marche, et c'est le premier critère qui est demandé aujourd'hui après la progression par les femmes. Donc ça, c'est hyper important. Évidemment, télétravail ne veut pas dire je travaille en gardant mes enfants. Hein. Je parle de vrai télétravail. Je parle d'un truc où on est seul, chez soi. On a le temps. On a le temps. On est en train de travailler parce que sinon ça marche pas non plus. C'est pas de la flexibilité, c'est de l'esclavagisme. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est un bon mouvement qui va permettre d'aller chercher des femmes un peu partout. Voilà. Dans leurs conditions de vie, ce qu'elles auront choisi. Et finalement, nous, on est un peu une solution d'empowerment parce qu'on pourra à terme même choisir si tu veux travailler dans une entreprise avec plus de 20% d'ingénieurs ou de femmes dans la data ou dans les équipes tech, tu pourras faire ce choix. Donc nous, on veut vraiment être au cœur des problématiques et finalement, aux entreprises d'être les meilleures par rapport à leurs attentes. Alors j'ai une question par rapport à ces 20%. Après, on pourra clôturer cet entretien. 20%, pourquoi ? Tu penses que c'est le minimum qu'il faut atteindre pour avoir un seuil un peu de parité, pour être écouté ? Alors non, le vrai seuil, c'est 30%. C'est 30% ? 30% pour l'inclusion, pour se sentir accueilli dans un endroit égalitaire. Bien sûr, on doit assimiler un nombre de politiques, d'espaces de travail qui doivent vraiment te faire sentir dans un niveau d'égalité par rapport aux autres. Mais 30%, c'est prouvé. Ça permet que on ait un sentiment qu'il y a des représentations, des points de vue équilibrés, on peut s'exprimer et du aussi. Coup, on se sent écouté. On se sent écouté, exactement. Donc c'est 30% à peu près dans chaque niveau normalement de discrimination. Donc c'est dur. Mais c'est prouvé que si on arrive déjà à le faire sur le genre, ça a un impact sur tous les autres champs de diversité. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a moins de recrutement biaisé.
On va moins rechercher que dans des grandes écoles top management. On ne dit pas qu'on fait de la diversité en recrutant dans les universités. Oui, bien sûr. Ce que j'entends tous les jours. Ouais. Voilà, donc ça ouvre quand même le champ des possibles. Et ce champ des possibles rend le fait que d'autres critères de diversité comme l'orientation sexuelle, l'âge, voilà, d'autres critères puissent être pris en compte aujourd'hui. D'accord. Ou évidemment l'origine ethnique. Alors une dernière question pour toi. Dans un monde idéal, dans 1 an, quels sont les changements qui auront eu lieu et qu'est-ce qui t'indiquera que tu es finalement satisfaite et que les choses vont dans le bon sens? Alors, on aura eu plus de 1000 entreprises qui nous ont rejoints et j'espère presque 100 000 femmes qui derrière pourront. Alors ça demandera vraiment qu'on ait réussi notre levée de fonds qu'on va commencer bientôt là, parce que évidemment tout ça coûte de l'argent. Hein, bien sûr. Tu recherches combien? On va rechercher 2 millions pour aller ouvrir Londres. D'accord. Et 3 si on ouvre Berlin en même temps. Ok. Alors tout ça va te permettre d'arriver où? Ça va me permettre déjà d'aller faire le marché UK, c'est 70% des boîtes tech, donc c'est colossal en fait. En revanche, l'Allemagne, c'est hyper intéressant parce que c'est le premier pays en Europe où il y a le plus de femmes dans la tech. Donc voilà, donc en fait, avec cette logique de remote, donc c'est des marchés où il faut absolument qu'on soit. La Pologne aussi, pour l'acquisition, est un bon pays, pas pour les clients, mais pour l'acquisition de femmes dans la tech. C'est un très très bon pays, ils sont assez forts là-dedans, notamment parce qu'ils ont eu des politiques dans certaines villes assez hallucinantes où pour avoir 0 chômage, ils ont mis en place des programmes d'éducation au numérique. Donc, dès qu'on n'avait pas de job, on était formés. Voilà. C'est bien. Il faut former en masse. Non, mais c'est ça la clé. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, soit en podcast ou qui auront vu cette vidéo, n'hésitez pas à la repartager si, comme Caroline et comme moi ici, vous êtes convaincus qu'il faut travailler sur le sujet de l'inclusion dans la tech. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.